regardez le 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les massacres sionistes s'intensifient à Gaza. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 49 747 martyrs et plus de 113 000 blessés. Les corps de 9 martyrs, dont 5 enfants, ont été déterrés des décombres de leur maison à l'est de l'enclave. Les forces d'occupation émettent de nouveaux ordres d'évacuation, forçant les Palestiniens à se déplacer une énième fois. Un cauchemar interminable pour des centaines de familles. Le mois de Ramadan se poursuit dans la peur et l'incertitude en Cisjordanie occupée. Entre déplacements, arrestations et agressions quotidiennes, les Palestiniens de Jenin perdent tout espoir. Au Liban, les agressions sionistes s'intensifient. Les forces d'occupation mènent des bombardements d'artillerie contre plusieurs villes du sud du pays, faisant au moins un martyr. Et enfin, pour parler de paix entre Kiev et Moscou en Arabie Saoudite, la Russie s'attend au moins à quelques progrès sur le dossier ukrainien lundi. Bonsoir à tous. L'agression sioniste contre la bande de Gaza se poursuit. Les forces d'occupation continuent de bombarder l'enclave palestinienne pour le 5e jour consécutif. Une véritable boucherie à ciel ouvert. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 49 747 martyrs et 113 213 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 130 martyrs et 263 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. Ajoutant que 634 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs depuis le 18 mars. Aucune zone de l'enclave n'est épargnée par les attaques. Ce matin, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après que des avions sionistes aient bombardé la zone d'El Maghraqa au centre de Gaza. Des familles entières sont décimées dans la bande. Au moins 5 enfants palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés vendredi soir dans une frappe aérienne des forces d'occupation ayant ciblé une maison dans le quartier résidentiel d'Et-Toufah à l'est de la ville de Gaza. Il est difficile pour les secours d'atteindre les corps ensevelis sous les décombres. Ce samedi, les équipes médicales de Gaza ont quand même pu récupérer 9 corps de martyrs, dont 5 enfants et une femme mort étouffée sous les décombres à l'est de la bande. Isoler le sud du nord de la bande de Gaza, un objectif relancé par les forces de l'entité sioniste après la reprise des opérations terrestres au nord, forçant ainsi des milliers de familles à fuir une nouvelle fois leur maison sans avoir où aller. Il y avait beaucoup de bombardements autour de nous et des gens ont été tués. Les enfants étaient extrêmement terrifiés. Alors nous sommes partis précipitamment sans destination précise. La peur nous a envahis avant même que nous quittions nos maisons. Et même ici, dans ce camp, elle est toujours présente. Nous avons été déplacés de Beit Hanoun et avons changé de site de déplacement plus de 10 fois. L'entité sioniste qui a d'ailleurs émis de nouveaux ordres d'évacuation pour les Palestiniens de Beit Lahia, Beit Hanoun ou encore Khan Younes. Un énième déplacement dévastateur pour les Palestiniens qui ont perdu tout espoir d'une paix durable. Sohila Kilal. Partir à nouveau, non pas par choix, mais par obligation. C'est là le triste sort des habitants de Gaza qui se voient une nouvelle fois contraints de reprendre la route vers l'inconnu dans une enclave complètement dévastée.
Un énième déplacement sous la contrainte des ordres d'évacuation sionistes. L'armée israélienne a largué des tracts dans notre quartier, ordonnant aux habitants d'évacuer, la qualifiant de zone de guerre dangereuse. Ils ont averti que quiconque resterait sur place en subirait les conséquences. Nous avons également appris que Beit Lahia et Beit Hanoun avaient été déclarées zones militaires. Alors nous avons décidé de partir. Maintenant, nous sommes ici. C'est un endroit vide. Il n'y a rien ici. Les tracts nous disaient de nous déplacer à l'ouest de la ville de Raza et c'est exactement là où nous sommes. Mais il n'y a rien, ni électricité, aucun moyen de recharger nos téléphones. Il n'y a tout simplement rien. Alors que l'armée sioniste a repris mardi ses opérations génocidaires à Raza, menant d'intenses bombardements sur l'ensemble du territoire, après une interruption de 2 mois ponctuée de plusieurs transgressions sionistes. Les Palestiniens de Beit Lahia, Beit Hanoun ou encore Khan Younis ont été sommés de se déplacer vers le centre de l'enclave. Certains en sont à leur 8e déplacement depuis le 7 octobre 2023. C'est la 8e fois que je suis contrainte de fuir de Beit Hanoun à Beit Lahia, puis Nusayrat, Rafah, Deir el-Balah, de retour à Beit Hanoun et maintenant Razaville. Je n'ai pas d'argent pour le transport, pas d'argent pour acheter de la farine, même pas le minimum vital. J'ai fui Beit Hanoun et je suis ici depuis 3 jours. Les forces israéliennes nous ont chassés, alors nous sommes venus ici, espérant trouver un endroit où loger. Mais nous n'avons trouvé que désordre et dévastation. Les ruines sont partout. Nous avons essayé de rendre cet endroit habitable, mais c'est impossible. Même installer des toilettes temporaires est un véritable défi. Rien n'est facile. Depuis la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Raza le 1er mars dernier, l'entité sioniste n'a fait que traîner la patte pour retarder l'application de la 2e phase de l'accord qui allait déboucher sur le retrait complet des forces sionistes et l'arrêt définitif du génocide. Mais c'était sans compter sur les plans machiavéliques de Netanyahou qui lui préparait la 2e phase du génocide à Raza et dont les 3 semaines de blocus sioniste sur l'enclave étaient les prémices. La reprise des frappes sionistes, le blocus de l'aide et l'afflux des blessés ont mis le système médical de Raza une fois de plus sous pression. Vous allez le voir, les hôpitaux de l'enclave se retrouvent submergés. À Madame Zienzitouni. À l'extérieur comme à l'intérieur de l'hôpital Shifa, autrefois le plus grand hôpital de Raza, la panique se ressent. Les blessés luttent pour survivre dans des conditions extrêmes. Les travailleurs médicaux se précipitent parmi la foule, prodiguant des soins d'urgence aux patients dans des conditions extrêmes, tandis que les blessés attendent d'être soignés sur leur lit, endurant douleurs et souffrances. J'attends d'entrer au bloc opératoire depuis tôt le matin, souffrant atrocement. Cependant, je n'ai ni médicaments ni traitement, car l'accès est extrêmement difficile. J'étais initialement programmé pour une opération abdominale mercredi, mais l'hôpital étant débordé, on m'a annoncé que l'opération était reportée. Actuellement, notre hôpital ne dispose que de 2 blocs opératoires. Nous travaillons 24 heures sur 24 en donnant la priorité aux patients les plus gravement blessés et en programmant continuellement des interventions chirurgicales. L'hôpital Shifa a été lourdement endommagé par les attaques sionistes, ne laissant que le service des urgences encore opérationnel. Il a accueilli plus de 150 blessés, la plupart grièvement atteints. L'hôpital est cependant confronté à d'immenses difficultés pour assurer la prise en charge de ses patients en raison du manque de ressources médicales. Au cours des dernières semaines, aucune aide humanitaire, y compris des fournitures médicales, des médicaments et du carburant n'est entrée à Raza. Sur les 53 ambulances du Croissant Rouge palestinien, seules 23 sont à peine opérationnelles, faute d'essence. Mon frère était blessé, mais aucune ambulance n'était disponible pour l'emmener à l'hôpital. Nous avons donc dû le transporter nous-mêmes. À notre arrivée, nous avons vu de nombreux cadavres et blessés. Il a fallu 10 heures avant que mon frère soit enfin conduit au bloc opératoire.
Les frappes sont extrêmement intenses et meurtrières, provoquant une crise majeure dans les hôpitaux du ministère palestinien de la Santé. L'afflux massif de victimes et de blessés a semé le chaos dans les hôpitaux. Ces établissements connaissent déjà une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales. Certaines des fournitures médicales les plus élémentaires, notamment les compresses de gaz stériles et les perfusions intraveineuses, sont gravement insuffisantes. Plusieurs agences humanitaires de l'ONU alertent sur le fait que les gains humanitaires obtenus pendant le cessez-le-feu sont sur le point d'être réduits à néant. Ces agences qui s'inquiètent de la poursuite du blocage par l'entité sioniste des livraisons d'aide dans la bande de Gaza, qui traverse la plus longue période sans ravitaillement. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a été informé vendredi de la détérioration de la situation à Gaza et en Cisjordanie occupée depuis que les forces sionistes ont repris leurs agressions sur les territoires palestiniens. La coordinatrice spéciale pour le processus de paix au Moyen-Orient, Sigrid Kaag, parle d'une escalade profondément préoccupante. Depuis le 2 mars, les autorités israéliennes ont bloqué l'entrée de toutes les fournitures humanitaires et commerciales à Gaza, ce qui a eu de graves répercussions sur les opérations humanitaires. Israël a également coupé l'alimentation électrique de l'usine de dessalement du sud de Gaza, limitant l'accès à l'eau potable pour 600 000 personnes. Sigrid Kaag est également revenu sur la situation en Cisjordanie occupée où les exactions sionistes et les déplacements s'intensifient. On écoute. L'escalade de la violence en Cisjordanie occupée est profondément préoccupante. Parallèlement à l'augmentation du nombre de morts, les camps de réfugiés palestiniens du nord de la Cisjordanie se vident et leurs infrastructures subissent d'importants dégâts lors des opérations israéliennes. Le nombre de Palestiniens déplacés continue d'augmenter et les habitants continuent d'être privés du droit de rentrer chez eux. Je suis profondément préoccupé par toute présence prolongée des forces de sécurité israéliennes dans les camps, qui affaiblirait davantage l'autorité palestinienne et serait contraire à l'obligation d'Israël de mettre fin à sa présence illégale et continue dans le territoire palestinien occupé, comme l'a affirmé la Cour internationale de justice. Israeli police officers also went to several UNRWA schools in occupied East Jerusalem and ordered their closure. Les choses ne semblent justement pas s'apaiser en Cisjordanie occupée où les forces d'occupation poursuivent leur raid d'agression contre le gouvernorat de Jenin et son camp pour le 61e jour consécutif. Des quartiers entiers ont été rasés, incendiés et transformés en casernes militaires alors que les campagnes d'arrestations arbitraires se perpétuent. C'est donc dans la peur et l'incertitude que les Palestiniens de Jenin passent leur mois de Ramadan cette année. Entre déplacements, arrestations et agressions quotidiennes, difficile pour eux de voir la lumière lorsque tout autour est obscur. Maria Schouyer. C'est ici, dans une maison en construction, que cette famille palestinienne a trouvé refuge en ces temps difficiles. Entre les murs de ce chantier, l'ambiance est pesante. Pour les Palestiniens déplacés dans les camps de réfugiés de Jenin, ce mois de jeûne est marqué par une réalité tragique et un quotidien plus que difficile. Le ramadan de cette année est différent. Il n'est pas comme le précédent. Avant, nous étions stables et nous restions à la maison pour l'iftar. Rester ici n'est pas facile. Depuis le 21 janvier 2025, l'entité sioniste mène un siège militaire inhumain et une offensive de grande envergure contre le camp de réfugiés de Jenin, qui abrite des milliers de familles palestiniennes vivant dans des conditions précaires depuis des décennies, ainsi que contre la ville de Jenin et les localités avoisinantes. Toutes les familles déplacées se retrouvent désormais privées de ressources de base. Je pensais que cela ne prendrait que 15 jours, qu'ils se limiteraient à un peu de destruction et partiraient. Mais ils ont démoli beaucoup de maisons. Aujourd'hui, ils ont ordonné l'évacuation de 66 immeubles pour les démolir. Certains immeubles comptaient 5 ou 4 étages, qui abritaient chacun plusieurs familles. Les plus touchés par cette situation dramatique sont sans doute les enfants.
Ils se retrouvent obligés de grandir dans un environnement de violence et de privation. L'absence d'espèces et de verdure prive les enfants des moments d'évasion et de joie qui devraient faire partie de leur enfance. Ils s'occupent à jouer avec leurs animaux domestiques qui font leur compagnie, comme pour essayer d'oublier un peu de la dure réalité. Avant, le ramadan à la maison, c'était magnifique. Maintenant, on n'a même plus envie de manger. Le ramadan, traditionnellement un moment de partage et de solidarité, devient cette année une période de survie et de souffrance. Le territoire palestinien demeure ainsi un champ où les agressions continuent sans être arrêtées. Dans ce sillage, le président tunisien Kais Saïed a souligné la nécessité de mettre fin à la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien. Un communiqué de la présidence tunisienne indique que lors d'un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron vendredi, le président Saïed a estimé que la communauté humaine avait aujourd'hui pris de l'avance sur les institutions internationales classiques, devenues, selon lui, inadaptées face à l'ampleur des tragédies actuelles. Il a ainsi plaidé pour une révision profonde des concepts diplomatiques et juridiques traditionnels, appelant à une nouvelle lecture des rapports internationaux fondés sur l'égalité, la justice et la souveraineté des peuples. Et au Liban, les agressions sionistes s'intensifient. Les forces d'occupation ont mené ce samedi des bombardements d'artillerie contre plusieurs villes du sud du pays, faisant au moins un martyr et plusieurs blessés dans les régions de Nabatiya, de Kafr Kila et d'El Khiyem. Pour rappel, un cessez-le-feu fragile est censé être entré en vigueur au Liban depuis novembre 2024, une trêve violée quasi quotidiennement par la partie sioniste. Dans ce contexte d'escalade, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a appelé les Nations Unies à accroître la pression sur l'entité sioniste pour qu'elle se retire complètement du territoire libanais. Lors de son entretien téléphonique avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, le Premier ministre a appelé à la fin de ce qu'il a qualifié d'action hostile contre son pays. Nawaf a par ailleurs mis en garde lors d'un entretien avec son ministre de la Défense, Michel Menassa, contre de nouvelles opérations militaires sionistes à la frontière sud, au risque d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre. Et dans le reste de l'actualité, le ministère algérien de la Défense a annoncé ce samedi l'élimination de 2 terroristes étrangers qui avaient franchi la frontière nationale. Un communiqué du ministère explique que les unités de l'armée algérienne affiliées au secteur opérationnel de Ain Ghazam dans la 6e région militaire à l'extrême sud du pays ont pu éliminer hier vendredi des terroristes et récupérer un fusil de précision, 3 chargeurs de munitions, un véhicule à 4 roues motrices et d'autres objets. Le communiqué ajoute que cette opération réaffirme la haute vigilance et l'extrême souci des forces armées de protéger les frontières nationales de toute tentative d'infiltration. Au Niger, au moins 44 civils ont été tués vendredi dans une nouvelle attaque terroriste dans le sud-ouest du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, l'attaque a eu lieu alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi. Les terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre. Ils ont également incendié le marché et les habitations du village de Fombita. Guerre au Soudan, l'armée soudanaise a indiqué ce samedi avoir repris aux forces de soutien rapide plusieurs bâtiments importants du centre de Khartoum, notamment la banque centrale, après avoir reconquis la veille le palais présidentiel lourdement endommagé. Pour rappel, après des mois de conflit, l'armée a repris dans la capitale le secteur de Khartoum Nord ainsi que celui du Nil oriental à l'est, tandis que les FSR tiennent toujours des positions à Khartoum et dans la ville jumelle d'Omdurman, de l'autre côté du Nil Blanc. L'armée soudanaise a également annoncé que ses forces avaient avancé sur l'aéroport international de Khartoum et ont commencé un siège. Une source militaire a confirmé à l'agence Reuters que les forces armées soudanaises avaient pris le contrôle de la maison du commandant des forces de soutien rapide, Hamdan Dagalo, dans le quartier de l'aéroport où les unités de l'armée poursuivent leur avancée.
Les présidentielles au Gabon approchent à grands pas. Prévu pour le 12 avril, le scrutin va se jouer entre 8 candidats. C'est ce qu'a annoncé vendredi la chaîne Gabon Première. 4 candidats avaient déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle et ont vu leur candidature repêchée, leur permettant ainsi de rejoindre l'actuel président de la transition, Brice Oligui Nguema, le dernier premier ministre du président déchu Ali Bongo, un juriste et un médecin dans la course à la présidentielle. Conflit en Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu des dizaines de drones russes dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un communiqué publié aujourd'hui, les forces aériennes ukrainiennes ont annoncé avoir abattu au total 100 des 179 drones russes, confirmant des dégâts dans la capitale Kiev et dans d'autres régions du pays. Et de son côté, la Russie a annoncé ce samedi avoir intercepté 47 drones pendant la nuit lors d'attaques lancées par l'Ukraine sur plusieurs régions et qui ont fait 6 blessés. Un camion de pompiers russes a par ailleurs été ciblé par l'un des drones. C'est une triste perte pour le football algérien. Jamal Mennad, une légende dans le domaine durant les années 80 et 90, a tiré ce samedi sa révérence à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui une riche carrière marquée par son engagement, son abnégation et ses performances remarquables sur le terrain. Son parcours a inspiré de nombreux jeunes joueurs et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Algériens. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a justement présenté ses sincères condoléances, exprimé sa profonde compassion à la famille de l'ancien joueur de la JS Kabylie et de l'équipe nationale de football Jamal Mennad, ajoutant dans son message que tous les Algériens garderont de lui le souvenir d'un homme à la conduite exemplaire. Le voyage du jour, direction l'est de l'Algérie pour découvrir un véritable art sacré de la culture musulmane. Le Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen présente une collection exceptionnelle de manuscrits et d'œuvres calligraphiques illustrant l'évolution de la calligraphie islamique à travers les siècles. Reportage de Mohamed Walid Ben Chaban. Tlemcen, centre d'art et de savoir. Les passionnés de l'art islamique pourront admirer des chefs-d'œuvre au Musée national de la calligraphie, autrefois appelée mosquée de Sidi Bel Hassan. La mosquée dont on considère à Tlemcen qui a été une des plus belles mosquées de Tlemcen, d'abord parce qu'elle est royale, parce qu'elle fut fondée par Abou Saïd Othman, on est à peu près au XIVe siècle, et il va la construire uniquement pour la famille royale. Donc elle était... Seul le roi et sa famille étaient habilités à venir faire ses prières, faire ses rencontres ici dans cette mosquée. La mosquée porte le nom d'Abou Hassan Ben Yakhlef al-Tinessi, un savant du règne des Ziyanides. Il va la construire d'une manière incroyable, donc avec d'une beauté. Il va beaucoup se prendre des exemples, c'est-à-dire se motiver sur ce qui était arabo-mauresque, ce qui était arabo-musulman. C'était l'Andalousie aussi. À travers une série d'expositions, le musée offre une immersion dans cet art délicat en présentant des œuvres réalisées avec diverses techniques de calligraphie. La calligraphie monumentale, c'est une appellation nouvelle. Ma'mari, c'est une stylisation de la calligraphie. Mais tout ça, ça nous vient de Al-Shakl Arabi. Le mihrab, pièce centrale de la mosquée, incarne la beauté et la richesse de l'art islamique. Décoré avec une finesse exceptionnelle, il marie harmonieusement le marbre, le plâtre et la céramique. Eh bien, dans le mihrab est inscrit qui a construit et par qui elle fut construite cette mosquée. On va quand même laisser cette inscription qu'on a juste en place. Voilà. Mais elle va garder ce nom très longtemps. Il contient parmi les plus beaux mihrabs au monde islamique. Et il contient
3 décors aussi, les décors de palmettes, double entrelacs, palmettes simples, nervées, avec des trèfles, beaucoup de palmettes. Elle contient aussi plusieurs décors géométriques, notamment les rosaces, 16 angles, et elle contient aussi de la calligraphie. Les visiteurs peuvent découvrir une collection impressionnante de manuscrits anciens, de copies du Coran, ainsi que des instruments de calligraphie. Les Algériens nous ont dit qu'il fallait absolument venir à Tlemcen pour visiter, comme quoi c'était une très jolie ville et c'était un immanquable. Donc on ne pouvait que passer par Tlemcen pendant notre périple en Algérie. On est allé voir le mausolée de Sidi Boumediene et avec la mosquée et la Médersa juste à côté. Et c'était magnifique et il faut vraiment y aller parce que c'est authentique. Tlemcen, avec son riche passé artistique et historique, profondément marqué par les influences andalouses et zianides, offre un cadre idéal pour un musée consacré à la calligraphie islamique, un art intemporel qui unit le passé et le présent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. À demain.